Donc j'ai la tâche d'ouvrir ce banquet qui va être consacré à la littérature catalane. Avant de parler abondamment de littérature avec des écrivains, des éditeurs et avec vous-même, je vais essayer, dans cette introduction, juste d'essayer de comprendre pourquoi nous avons du mal à comprendre ce qui se passe en Catalogne. Alors pas tous, certains d'entre nous sont très intéressés ou des spécialistes de la question, mais quand on discute avec les gens, y compris ici, autour de nous, alors que nous sommes très proches, on a un peu de difficulté à comprendre certaines choses. Donc, qu'est-ce qui fait obstacle à notre compréhension de la situation de la Catalogne? Pas simplement la situation un peu chaude d'aujourd'hui, mais quel est le statut de cette région, nation, pays littéraire? Déjà, quelqu'un m'a dit hier, pourquoi pays littéraire? C'est pas un pays, la Catalogne. Voilà, mais déjà, la question était lancée. Donc, tout ça parce que je crois, et j'en fais partie, nous pensons la situation de la Catalogne, bien évidemment, avec les schémas qui sont les nôtres. Et nous sommes, que nous le voulions ou non, mais voilà, nous le voulons dans l'État-nation français, dans l'État-nation français, et où il se trouvent des régions, mais des régions qui ont un statut totalement différent d'autres régions d'Europe. Et donc la manière dont nous voyons le fonctionnement des autres États européens est quelquefois un peu éloigné de la réalité. Il suffit de se poser une question. Nous sommes en Occitanie depuis pas très longtemps, mais notre nouvelle région s'appelle Occitanie. Cette région Occitanie ne correspond ni à une unité linguistique, ni à un long passé historique, je veux dire les départements qui actuellement constituent la région Occitanie. La langue couvre, qu'elle soit toujours parlée ou non, couvrait 32 départements au moins. L'histoire est une histoire qui couvre des siècles, mais qui n'est pas forcément unitaire, mais dont on peut percevoir la profondeur historique. Voilà, la formation, le choix de la région, le choix du nom qui a été donné, bien qu'il ait été, et ça m'a beaucoup étonné, parce qu'étant depuis longtemps occitaniste, j'ai été étonné de voir ça, bien qu'il ait été approuvé par une forte majorité alors de gens par rapport au référendum qui a été fait dans les journaux, et pas la région n'a pas fait un référendum au sens politique du terme. Mais c'est le nom de région qui est arrivé en premier. Donc un nom de région a été choisi, une région a été créée, mais elle ne correspond à aucun de ces éléments, ni la langue, ni la culture, ni l'histoire, etc. Ou du moins, elle y correspond partiellement. Et puis, nous faisons un banquet sur la littérature catalane. Dans cette Occitanie, il y a un pays catalan, qui est le Roussillon, bien sûr, à côté. Alors, nos amis du pays catalan sont furax, et je les comprends. Je les comprends. Ils n'existent plus dans la dénomination de la région, alors qu'ils existent dans son administration, etc. Mais on n'a tenu aucun compte de leur existence comme entité qui, elle, d'une certaine manière, pouvait se réclamer d'une profondeur historique, d'une unité linguistique, bien que le français soit parlé à 95% aujourd'hui en Roussillon. Mais enfin, voilà. Là, on avait... Mais bon, en France, on ne crée pas une région pour un seul département. Par exemple, il est quasi impossible de créer un département basque, qui est pourtant réclamé non pas par l'extrême gauche ou par les nationalistes basques, mais tout simplement par les industriels, par les commerçants, par les gens qui voudraient que le département corresponde à une marque qui permettrait de faire apparaître le Pays basque comme français, le département basque comme une unité. Non, on garde le département actuel et il est fondu dans la grande région de Nouvelle-Aquitaine. Là aussi, Nouvelle-Aquitaine, ça ne veut rien dire. Du moins, ça ne correspond à aucune unité particulière. Voilà. Et donc, je suis en train de remarquer cette anomalie, si vous voulez, mais pour nous, enfin, c'est pas vraiment une anomalie. Il y a eu des débats sur la désignation de la région, sur le choix, etc. Mais voilà, il n'y a aucun conflit qui ait été soulevé à propos de ce découpage régional, hein, sauf des débats. Et en Catalogne, enfin, je veux dire, en Roussillon, ça continue longuement dans les journaux, continue à protester, essayer de faire introduire. Parce que
le nom qui aurait correspondu d'une certaine manière, historiquement on va dire, à cette région, c'est Languedoc-Roussillon, parce qu'effectivement, l'union de Languedoc et Midi-Pyrénées, ça correspond au Languedoc d'Ancien Régime, d'avant la Révolution, c'était les États de Languedoc, et le Roussillon s'y était ajouté en 1659, et donc la vraie, si on voulait donner un nom qui rappelle l'histoire de cette région, elle devait s'appeler Languedoc-Roussillon. Mais Languedoc-Roussillon, c'était le nom d'une partie de la région avant, donc ça a été évoqué. Et donc là, Midi-Pyrénées disparaissait, ça avait commencé à entrer à l'émeute, donc ça n'était pas possible. Donc voilà, je vais arrêter là-dessus. Si vous voulez, ça, c'est pas grand-chose, mais quand on est dans ce cadre-là, on n'est pas tout à fait préparé à comprendre pourquoi les gens réclament avec autant de force et depuis si longtemps une autre forme d'organisation. Et aussi, on a du mal à comprendre pourquoi on la leur accorde. Ça aussi, c'est un... Mais si on avait le temps, on comparerait avec la manière dont les autres États d'Europe fonctionnent. On se scandalise si des régions réclament le fait qu'ils pourraient correspondre à des nations. Mais si vous allez en Grande-Bretagne, nous sommes tous fans de rugby, le tournoi des 5 nations, l'Angleterre, le pays de Galles, l'Écosse sont des nations à l'intérieur d'un Royaume-Uni qui est la Grande-Bretagne. Et ça ne pose pas vraiment de problème. Alors ça pose un problème le jour où l'une de ces nations veut devenir indépendante, ce qui est le cas de l'Écosse. Mais là aussi, ça a posé un problème, ça a donné lieu à un référendum, mais un référendum a été possible. Donc vous voyez, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire pour tout le monde, mais je dis voilà un autre traitement. Vous prenez l'Allemagne fédérale c'est un État fédéral, c'est-à-dire vous avez des États qui sont considérés comme s'étant mis ensemble pour créer une même unité qui est l'Allemagne fédérale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, on l'a vu avec Puigdemont en Allemagne, c'est un tribunal de la région, alors je crois que c'est Rhénanie-Westphalie, Schleswig-Holstein, pardon, c'est le tribunal de Schleswig-Holstein qui a eu à traiter son cas. Et les politiques allemands de l'ensemble de l'État ont bien voulu donner leur mot, mais n'ont jamais dépassé le commentaire très général et n'ont pas intervenir, non plus que la justice générale d'Allemagne, n'ont pas intervenir. Voilà, c'est sur le jugement qui a été porté ou qui sera porté par le tribunal de Schleswig-Holstein. Donc vous voyez encore un autre type de fonctionnement, et j'en terminerai là. Si on allait chercher plus loin, si on allait voir le Canada par exemple, vous avez le statut qui est octroyé au Québec. Là, je parlerai juste de la question linguistique. Le Canada est un pays officiellement bilingue, c'est-à-dire sur l'ensemble du Canada, et pas simplement sur la petite minorité du Québec où l'on parle français, où le français est la langue majoritaire, ou l'était d'ailleurs, là aussi c'est un problème. Dans l'ensemble du Canada, les langues officielles, c'est le français et l'anglais. Et donc, si vous avez à vous adresser à un fonctionnaire public au Canada, eh bien, on doit pouvoir vous fournir les lois, les réponses, tout en français ou en anglais. Je peux vous dire que j'étais à Vancouver il y a quelques mois, ça marche pas tout à fait comme ça. Mais enfin, voilà. C'est un autre type. Je ne vais pas multiplier les exemples. Donc, la particularité de l'État-nation français, c'est qu'à l'intérieur de la France, il n'y a pas d'autre nationalité que la nation, et la nation est une nation de citoyens, c'est-à-dire des individus égaux en droit et en devoir, mais qui ne peuvent manifester aucune autre appartenance que leur citoyenneté. Or, ça ne veut pas dire que dans la construction de la France, en particulier au XIXe siècle, on n'a pas cherché à retrouver des racines ethniques, etc. Parce que voilà, le celtisme qui a conduit à nos ancêtres les Gaulois, ça n'est pas venu de rien. Là, c'était pas la nation citoyenne, c'était une longue histoire où on a repris une épopée celte pour donner à l'ensemble de la population de la France une même origine que l'école s'est chargée d'enseigner à tous les petits Français, et même au-delà dans les colonies, comme on le sait. Un régionalisme est possible en France.
mais il est toujours controversé et il n'a jamais émergé sur le plan de la politique, alors de manière extrêmement réduite et peu significative. L'exemple, puisqu'on est en Occitanie, c'est le félibrige au XIXe siècle. Et en Provence d'abord et dans l'ensemble de l'Occitanie linguistique, si vous voulez, il y a eu ce mouvement initié par Frédéric Mistral et un poète. On va retrouver le poète et la littérature dans ces démarches-là, qui redécouvre la langue, la culture. Il ne redécouvre pas, tous les paysans autour de lui parlaient provençal, occitan. Mais il ne redécouvre pas, mais il découvre que de cette langue populaire, on peut faire une langue de culture, et surtout on peut en faire une langue de culture parce que dans le passé, et en particulier au Moyen-Âge, c'était une grande langue de culture. Et là, on sort de la seule Provence, et c'était la langue des troubadours. Et donc, c'est tout un mouvement des poètes, des historiens, qui vont penser la France autrement que comme une unité constituée de toute éternité, mais comme la conquête du Sud par le Nord, une affaire de civilisation, ils reviennent souvent là-dessus, civilisation différente, etc., etc. On va redécouvrir ce qu'on a appelé le mouvement troubadour, c'est-à-dire non seulement les troubadours du Moyen-Âge avec leur langue, mais aussi tous ces poètes d'origine populaire qui reprennent la langue du peuple pour créer de manière moderne, même si nous on ne le trouverait pas très moderne dans le style de littérature qu'ils produisaient, créer une poésie, une lyrique, une littérature. Mais bon, je ne vais pas vous faire l'histoire du félibrige, qui a eu des moments politiques. Mistral, au départ, était quelqu'un qui était plutôt républicain, etc. Et puis il a fini monarchiste, etc. Et il y a eu, je ne peux pas traiter cette question, mais il y a eu une tentative de faire émerger sur le plan politique la constitution d'une unité du Sud qui se rattacherait à cette culture et à cette langue, mais ça n'a jamais abouti et ça n'a jamais conduit très loin. Pourquoi? Parce que la France, le découpage, en fait, le vrai découpage de la France, nous le savons, depuis la Révolution, c'est le découpage en départements. Et en fait, il y a la grande patrie et les petites patries. Alors, vous savez qu'au XIXe siècle, on a demandé aux instituteurs d'écrire l'histoire de leur commune et aux inspecteurs d'académie l'histoire de leur département. Et le résultat est assez extraordinaire, il a été analysé par une Marie Thiès, une sociologue, c'est que chacun décrit son petit département comme une petite France. C'est-à-dire, alors bien sûr, il n'y a pas la mer et la montagne, il y a la montagne, elle peut être partout, la mer, elle n'est pas partout, mais tout ce qu'on retrouve dans la France en général, on le retrouve en miroir, en abîme, comme vous voudrez, dans chacun des départements. Voilà, ça c'est la... Ils ont été faits pour ça, les départements. Mais en Espagne aussi, il va y avoir des provinces, mais ça ne va pas être le même schéma, si vous voulez. Et donc voilà, il y a la grande patrie. On peut avoir des petites patries, qui sont la grande patrie en miroir, et l'école va travailler à renforcer cette vision des choses, mais il n'y a pas vraiment d'émergence de territoires qui revendiqueraient et qui surtout réussiraient à obtenir une unité politique prise en compte dans l'organisation de l'État-nation français. Bon, on le sait tout ça, mais c'est important de le rappeler peut-être quand on regarde les régions d'à côté. En Espagne, dans l'État espagnol, on n'est pas du tout dans ce cas. L'unité du royaume d'Espagne a été tardive et on peut dire qu'elle n'a jamais été vraiment achevée. C'est une des réponses à la question pourquoi y a-t-il régulièrement, comme ça, parce qu'on va voir que c'est sur la longue histoire que les choses sont passées ainsi, régulièrement des revendications, alors le terme local, régional, etc., sans qualifier l'aspect politique. Donc cette unité n'a jamais été achevée. Le roi d'Espagne, c'est un terme très récent. On ne l'appelait pas le roi d'Espagne, on l'appelait le roi des Espagnes. On tenait compte des anciens royaumes
qui existait avant l'unité moderne de l'Espagne, et puis on a ajouté roi des Espagnes et des Indes quand il y avait les colonies, etc. Le seul terme roi d'Espagne est un terme très récent, alors qu'en France on n'imaginerait pas. Bon, d'abord, il n'y a plus de roi, c'est une république depuis la Révolution, même s'il y en a eu entre-temps, dire roi ou président de Provence, de Bourgogne, de Bretagne, etc. Et les tentatives de centralisation ont toujours été contrecarrées. Elles ont existé, et souvent, et pendant le XIXe siècle, bien sûr, sur le modèle français, qui était pour toute l'Europe le modèle idéal pour créer un État-nation unitaire avec un même sentiment national. Et il faut dire aussi que le sentiment national français, et il existe même si les gens se sentent aussi occitans, bretons, etc., le sentiment national français existe et il s'est forgé dans l'opposition aux nations extérieures. Et ça, c'est très important. La France contre l'Angleterre, les guerres de la France, c'est des guerres contre un ennemi extérieur. L'Angleterre, puis l'Allemagne, puis etc. Des guerres aussi de conquête. Exemple emblématique, Napoléon. Voilà, c'est-à-dire, Napoléon a conquis le nord de l'Italie, l'ouest de l'Allemagne, le nord de l'Espagne, la Catalogne, qui a été annexée pendant quelques années à la France, etc. Donc, c'est justement le seul moment en se révoltant dans la guerre, ce qu'on appelle en espagnol la guerre du Français, en se révoltant contre les Français et les armées napoléoniennes, qu'il y a eu pendant quelques années au début du XIXe siècle un vrai sentiment national espagnol, parce que l'ennemi, il venait du nord, il essayait de conquérir le territoire, et là, bon voilà, c'est compliqué, mais les diverses révoltes, les diverses oppositions armées à l'armée napoléonienne ont permis à un moment de faire émerger une sorte de sentiment national, mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré pourquoi? Parce que tout le XIXe siècle, toute l'histoire du XIXe siècle en Espagne, et depuis avant aussi, mais c'est très présent, très manifeste au XIXe siècle, a été marquée par des guerres intérieures, c'est-à-dire la guerre en Espagne. C'est pas forcément. Alors le terme guerre civile, c'est une guerre intérieure, c'est-à-dire une guerre entre population de l'intérieur de l'Espagne. Et le type de guerre qui a perduré pendant tout le XIXe siècle, c'est d'une part des guerres de succession au trône d'Espagne, et ces guerres de succession sont menées avec des alliés qui peuvent être différents, etc., sont menées à l'intérieur du territoire par des factions qui s'arment, qui s'allient à cause de la concurrence des prétendants au trône. Et j'ai nommé là les carlinades, comme on dit en catalan, c'est-à-dire les guerres carlistes. Alors qu'est-ce que la guerre carliste? Qu'est-ce que les... Oui, je voulais y venir après, mais bon... Oui, je vais y venir tout à l'heure. Je signale simplement que tout le 19, parce qu'il faut remonter un petit peu plus haut, que le 19e siècle a été marqué. Alors il y a eu 3 grandes guerres carlistes qui ont duré à peu près 10 ans chacune, et donc qui ont déchiré l'Espagne pendant tout le 19e siècle. Et donc ça explique aussi comment voulez-vous faire une unité nationale, comment voulez-vous vouloir naître un sentiment national, si des populations se lèvent les uns contre les autres, et en plus pour une question de droit à diriger l'ensemble du pays. Vous imaginez bien que c'est impossible et que ça a marqué jusqu'à aujourd'hui, je dirais, la manière dont fonctionne l'affrontement des revendications politiques territoriales à l'intérieur de l'État espagnol. Oui, je ne voulais pas passer tout de suite aux guerres carlistes et faire un petit historique pour arriver jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez, pour montrer comment ça a déterminé aussi les oppositions permanentes à l'intérieur de l'État. Pour en revenir au cas de la Catalogne, je vous ai parlé d'Occitanie, je vous ai parlé de Roussillon, etc. La Catalogne, alors je suis scandalisé quand on compare l'indépendantisme catalan à la Ligue du Nord. Parce que d'une part, alors la Catalogne c'est pas l'extrême gauche, mais c'est plusieurs entités politiques, mais
surtout pas des fascistes racistes comme la Ligue du Nord, hein, qui a mis de l'eau dans son vin, mais qui s'est fondée sur une seule chose, c'est l'opposition à l'immigration des travailleurs du Sud, qu'ils appellent les QTRE, et qui venaient dans le nord de l'Italie prendre la place des enfants du pays qui ne trouvaient plus. Et à partir de là, on a inventé, à partir de rien, une ancienne entité politique du nord de l'Italie, la Padanie. On lui a donné un nom qui n'a jamais existé, la Padanie, c'est-à-dire le pays du pot, hein, ça veut dire. La Padanie, on a réinventé une histoire, comme au XVIIIe, au XIXe siècle, émergeait la construction des identités nationales, comme la Hongrie, comme tous les pays tous les empires qui se sont délités. Chacune des nationalités, bien sûr, a construit, à partir de réalités historiques, un mythe national, on peut l'appeler comme ça, qui donnait une cohérence à son parcours historique. La Ligue du Nord, il ne s'en cache pas, hein, les premiers historiens de la Ligue du Nord disent, on reproche, par exemple, tous les gens d'extrême gauche reprochent à la construction de l'unité italienne d'être une unité factice, une invention de la bourgeoisie, des classes dominantes, etc. L'Italie existe, c'est une invention. La Padanie n'existait pas jusqu'ici, mais on va l'inventer et puis on va la mettre sur place. Si vous voulez, c'est la démonstration par l'absurde de ce que peut être une démarche nationaliste. Sauf que, évidemment, ça ne correspond à rien de réel. Il n'y a pas de langue padane, il n'y a pas d'histoire padane, donc on prend des bouts de droite et de gauche, etc. Donc déjà, de ce point de vue-là, c'est scandaleux de le comparer aux autonomies espagnoles. Et de l'autre côté, c'est sur le plan politique, bien sûr, comme je vous l'ai dit, cette invention s'est appuyée, s'est construite sur le rejet de l'autre, sur le rejet de l'immigration, avec l'idée, restons chez nous. Et alors c'est hélas, ce que l'on dit, on dit comme la Ligue du Nord, les Catalans veulent garder pour eux les impôts, veulent garder pour eux leur langue pour pas que les immigrés puissent prendre la place, etc. Bon, ça, c'est des arguments qui ont souvent été employés, mais qui ne s'appuient sur rien, alors que la question financière, voilà, ça existe, bien sûr, hein, les revendications fiscales, ça existe, mais cette manière de le présenter n'est absolument pas recevable. Parce que la Catalogne, j'en viens à ça, et il ne faut pas que je me perde dans des considérations, même si c'est important de le savoir, parce que la Catalogne, c'est une entité réelle, identifiable, dès le haut Moyen-Âge. Hein, là, il y a assez d'historiens qui ont travaillé là-dessus pour que l'on puisse le certifier. Alors là, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, hein, j'en serais bien incapable, mais la Catalogne féodale s'est formée du 8e au 10e siècle. Le comté de Barcelone y a occupé une place très importante. Et là, le livre de Pierre Ducrozet, dont on va vous parler tout à l'heure, il y a toute une première partie qui est sur cette histoire de Barcelone et de la Catalogne que vous pouvez lire, fait par des historiens catalans très compétents. La seule chose que je peux dire pour ne pas être trop long, c'est que cette entité identifiable, bien sûr, elle a eu des formes diverses, et elle a été à géométrie variable, c'est-à-dire il y a des États catalans qui ont été tout petits, qui sont devenus énormes. Pensez qu'à la fin du XIIIe siècle, les États catalans, alors c'était la couronne catalano-aragonaise, hein, parce que alors là aussi les termes qu'on emploie, bien sûr, on peut toujours les discuter, mais en termes modernes, c'est des États catalans. Pourquoi c'est des États catalans? Parce que c'est le comte de Barcelone qui est le roi d'Aragon. Et donc, si vous voulez, on appelle le comte de Barcelone celui qui est le roi d'Aragon. La langue de tout le monde est le catalan. Hein, et voilà. Et le périmètre le plus grand comprenait la Catalogne actuelle, le Pays valencien, le Roussillon actuel, bien sûr, une grande partie de l'Occitanie, c'est-à-dire le comté de Toulouse, Rodez, la région de Montpellier, la province, et les îles Baléares depuis 1229, et la Sardaigne.
la langue officielle de la Sardaigne pendant des années, c'était le catalan, parce que la Sardaigne avait été une possession catalane. Il n'en reste plus que le village de l'Alguer, où l'on parle, à côté de l'aéroport, où l'on parle encore un vieux catalan, mais qui fait partie de l'ensemble catalan linguistique, catalan encore aujourd'hui. Donc voilà, et la particularité de cette entité politique, historique identifiable, c'est que elle avait, alors c'est pas par idéologie, mais par la manière dont elle fonctionnait, elle avait une conception de l'unité qui permettait la diversité. C'est-à-dire, vous avez vu, déjà on est comte de Barcelone, roi d'Aragon, et puis ensuite chaque entité qui s'ajoutait à l'intérieur de cet ensemble avait une forme d'autonomie. Alors ne faisons pas de considérations rétroactives. Hein. C'était pour les peuples. Par exemple, il y avait des courts, un parlement qui était là pour conseiller le roi, ou le comte de Toulouse, le comte de Barcelone, c'était la même personne. Et en Catalogne, dans le Principat, dans la Catalogne, il y avait la Generalitat. La Generalitat de Catalogne, ça date pas d'il y a 15 jours, ça date du XIIIe siècle. Et dans la ville de Barcelone, il y avait un conseil qui était le Conseil des Centes, qui descend, des 200 puis descend, qui traitait des questions d'administration de la cité, de la ville. Donc, vous voyez, c'est une réalité historique, une réalité mouvante et variable, bien sûr, suivant les vicissitudes de l'histoire. Les alliances aussi étaient mouvantes. À une certaine époque, on faisait partie de l'Empire franc, c'est-à-dire de la France actuelle, plus voilà, voilà, on pouvait, les alliances étaient nourries dans un système d'abord féodal et puis ensuite avec la couronne d'Aragon. Les alliances étaient nourries en fonction des vicissitudes, des possibilités de l'époque. La couronne catalano-aragonaise s'est défaite, on va dire, au XVe siècle, quand le roi d'Aragon a épousé la reine de Castille, comme vous le savez, et donc c'est une couronne de Castille qui s'est qui a été à la tête de cette entité. À l'intérieur de cet ensemble, la Catalogne, c'est important de le dire, a gardé ses institutions. On ne va pas dire autonomiste, parce que ce serait parler comme au XXIe siècle, à garder ces institutions autonomes. C'est-à-dire qu'il y avait une constitution de la Catalogne, il y avait une Generalitat de Catalogne, et il y avait dans la ville un Conseil des Centes, etc. C'est-à-dire, le royaume était Castille-Aragon, mais la Catalogne, les institutions de la Catalogne continuaient à exister. Et chaque fois que le nouveau royaume avait essayé de mettre en avant une tentative de centralisation, des révoltes avaient lieu, bien sûr, aussi bien en Aragon, en Catalogne, etc. Et surtout en Catalogne, parce qu'on avait pris ce pli, je dirais, d'avoir des institutions autonomes. Et donc, et à ce moment-là, on ne supportait pas que l'on puisse changer de régime. À ce moment-là, on faisait appel, là aussi je le redis, comme le royaume franc au Moyen-Âge, on pouvait faire appel à des suzerains extérieurs. Et par exemple, au XVIIe siècle, pendant des années, on a fait appel à Louis XIII, qui est devenu roi de Catalogne. Mais en fait, les troupes françaises qui sont descendues en Catalogne ont eu, elles aussi, à subir l'opposition populaire, et ça n'a pas duré. Au XVIIIe siècle, et c'est là que va se terminer l'autonomie, mais au sens ancien de la Catalogne et ses institutions propres, au XVIIIe siècle, c'est encore une fois, ou plutôt c'est déjà une guerre de succession qui va mettre fin à l'autonomie de la Catalogne. Comme vous le savez tous, le 11 septembre est la fête nationale catalane et la célébration non pas d'une victoire, mais celle d'une défaite. C'est la défaite, la chute de Barcelone après une longue guerre de succession qui a duré de 1701 à 1714. Cette guerre de succession était à la fois une guerre locale, mais aussi une guerre européenne. Quel était l'enjeu? C'est le roi
le roi d'Espagne Charles II, qui était malade, impuissant, etc., n'avait pas d'héritier. Et donc, on a fait appel à Louis XIV, qui a présenté comme successeur au trône son petit-fils, je n'essaie de ne pas me tromper, son petit-fils Philippe d'Orléans, qui voulait devenir Philippe V d'Espagne. De leur côté, l'Angleterre, l'Autriche et les Pays-Bas ne voulaient pas voir la France, l'Espagne être intégrée au Royaume de France. Ça revenait à ça. Et donc voir une énorme coalition franco-espagnole qui aurait dirigé l'Europe d'une certaine façon. Et donc l'Angleterre, l'Autriche et les Pays-Bas se sont unis pour imposer un autre successeur au trône, un Habsbourg, Charles Ier. Bien sûr, Philippe d'Orléans était un Bourbon, héritier du trône de France. Un Habsbourg, Charles Ier, et se sont alliés avec la Catalogne pour s'opposer à l'alliance franco-castillane. Et, bon, alors je passe les détails, mais la chute de... En fait, les pays coalisés se sont entendus bien avant la fin de la prise de Barcelone pour trouver un arrangement, c'est-à-dire l'Espagne abandonner ses territoires des Pays-Bas, etc. Donc des arrangements territoriaux, si vous voulez, entre les grandes puissances, et qui en a fait les frais, bien sûr, c'est la Catalogne, qui a la chute de Barcelone, l'entrée des Espagnols donc, à Barcelone et dans toute la Catalogne, et là, la suppression, pour la première fois, là, depuis le Moyen-Âge, la suppression de toutes les entités administratives, territoriales, etc., judiciaires, etc., qui constituaient l'autonomie de la Catalogne de cette longue période. Plus une prise en main linguistique qui imposait l'espagnol comme langue de l'administration et de la vie publique à l'intérieur de la Catalogne, où les gens du peuple, bien sûr, ne parlaient que catalan et où l'administration et les institutions officielles avaient le catalan comme langue d'administration. Donc, fêter ce 11 septembre, c'est fêter, et ça on l'entend assez ces derniers temps, c'est fêter le moment où les libertés ont été perdues, et chaque 11 septembre, on le fête pour essayer de les reconquérir totalement. Chacun donne totalement le sens qu'il veut. Donc, abolition de ces libertés, et là, voilà, j'en reviens à mes guerres carlistes et au XIXe siècle. Pour le XIXe siècle, il y a une guerre de succession et c'est la crise de la monarchie absolue. L'État est très faible et donc ces guerres carlistes vont favoriser des soulèvements, une révolution. C'est Isabelle. Isabelle II qui va être installée sur le trône. Alors pourquoi il y a eu l'abolition? Il faut le dire, il y a eu l'abolition de la loi salique. Vous savez, la loi salique permettait à des femmes d'hériter du trône et de devenir reines. Un prononciamento a été fait pour abolir la loi salique, donc empêcher Isabelle de devenir reine et imposer le Don Carlos comme roi. Le terme carliste vient de là. C'est-à-dire il y avait la possibilité qu'une femme devienne reine en Espagne, et à partir de là, on voulait empêcher que ce soit possible et nommer Don Carlos. Et pendant 40 ans, les guerres se sont multipliées, mais Isabelle II est montée sur le trône. En 68, une révolte populaire et un soulèvement militaire, celui du général Prim, l'a fait la chasse du trône et elle s'exile. Elle est exilée. Le soulèvement populaire, le cri qui était retenu, c'était mort aux Bourbons, déjà, à cette époque-là. Voilà. En 1869, une constitution et une monarchie constitutionnelle est mise en place pour la première fois. Une constitution est proclamée, monarchie constitutionnelle, élective. On va choisir
comme roi d'Espagne Amédée de Savoie. C'est-à-dire quelqu'un totalement extérieur qui, bien sûr, a des relations familiales, etc. avec les... Mais Amédée de Savoie est élu roi d'Espagne. Ça va durer à peu près 4 ans. L'opposition, les soulèvements, etc. ne cessent. Il abdique en 1873 et pour la première fois, donc monarchie constitutionnelle, soulèvement, trouble, encore guerre, si vous voulez, dans le schéma que je vous ai donné, en 1873, pour la première fois, on proclame une république en Espagne. Donc la première république espagnole est instaurée en 1873 après l'abdication du roi constitutionnel. Et là, qui devient président de cette première république? Bien 2 Catalans. Le premier président, j'ai oublié le nom, je l'ai noté quelque part, je ne vais pas le chercher, et le deuxième, Pi i Margall. Le premier, alors là on va venir sur la politique catalane, le premier était un républicain unitaire qui était pour, et là on rejoint les problèmes plus tardifs, un républicain unitaire qui était pour l'unité de l'Espagne, qui laissait la plus grande liberté possible aux régions, mais pas du tout un véritable État fédéral. Par contre, le deuxième président était pour le fédéralisme, était un tenant du fédéralisme républicain et était pour que des entités comme la Catalogne retrouvent leur autonomie, retrouvent leur souveraineté. Donc c'est un peu l'idée d'un côté d'un État décentralisé, unitaire décentralisé, et de l'autre des États-Unis, si vous voulez. Une sorte, le modèle des États-Unis. Cette république a tout juste duré 1 année. En 1874, un autre pronunciamiento aboutit à la restauration des Bourbons, et c'est le roi Alphonse XII, le fils d'Isabelle, qui avait été détrôné et exilé, donc avec cette histoire d'Isabelle et Don Carlos, donc c'est le fils d'Isabelle, Alphonse XII, qui monte sur le trône. La République s'est effondrée très vite. Alors il y a différentes raisons, il faut demander aux historiens, mais surtout il y a eu beaucoup de promesses, mais il n'y a eu ni réforme agraire, ni amélioration des conditions ouvrières. Il y a eu aussi, il faut le dire, très brièvement, une tentative d'instaurer un État catalan par un coup de force à Barcelone qui a duré quelques jours ou quelques semaines et qui est tombé dans le... Voilà, qui s'est achevé avec le pronunciamiento qui a rétabli les Bourbons. Donc voilà, cette histoire de guerre interne, vous voyez, j'essaie de la résumer en quelques éléments. Ça montre bien quelle était la situation et les relations entre les diverses entités et les diverses régions. Il faut dire que pendant cette longue période de guerre, de faiblesse de l'État, la Catalogne, elle, a connu un énorme mouvement d'industrialisation. Dans cette Espagne agraire, la Catalogne est devenue une sorte de phare industriel sur le modèle de l'industrialisation plutôt du nord de l'Europe, avec le même type de fonctionnement, développement de l'industrie, etc. Donc cette Catalogne qui n'était plus du tout autonome, en fait, par son dynamisme, d'une certaine manière, elle s'est intégrée à l'économie espagnole. Et donc sur le plan économique et aussi sur le plan politique, parce que les politiques libéraux de Catalogne ne voulaient pas simplement moderniser la Catalogne, ils voulaient moderniser l'ensemble de l'Espagne. Et donc sur le plan politique et sur le plan économique, la Catalogne, dans ce contexte qui par ailleurs était un contexte de guerre et de faiblesse de l'État, a joué un rôle majeur. Et ça explique aussi pourquoi c'est devenu une région très importante avant même qu'elle ait récupéré la moindre de ses institutions. Et là, c'était plutôt sur le plan économique. Alors là, les historiens, il y a tout un débat. Est-ce que les Catalans étaient plus libéraux et plus dynamiques que les Espagnols eux-mêmes? Et est-ce qu'en fait, le but des Catalans, alors ça on le dit de manière aujourd'hui péjorative aussi, c'était pas
d'imposer leur fonctionnement, leur économie à l'ensemble de l'Espagne. Mais en tout cas, le dynamisme économique et la proposition libérale dans l'organisation de la politique était très important. Donc ça, c'est sur le plan économique et sur le plan matériel. Et c'est à cette époque-là aussi, dans cette Espagne troublée et pendant ce moment de faiblesse de l'État, qu'est apparu un mouvement culturel, qu'on peut appeler un catalanisme culturel. Alors, le terme de catalanisme, c'est tellement large et tellement flou d'une certaine manière que voilà, on peut l'employer. On a du mal à le définir de manière unitaire. Mais là, on peut déjà parler d'un catalanisme culturel. Ensuite, il y aura un catalanisme politique. Ce catalanisme culturel, c'est un peu la même chose que le Félibrige. C'est pas un peu, c'est la même chose au milieu du XIXe siècle que le Félibrige dans les pays d'Oc, en Provence et dans l'ensemble des pays d'Oc. Pourquoi c'est la même chose? Parce que d'abord, explicitement, on prend pour modèle Frédéric Mistral, dont je vous rappelle qu'il a quand même eu le prix Nobel de littérature, mais plus tard, en 1904. Frédéric Mistral, qui était vraiment un héros dans toute la France et dans toute l'Europe. Son poème Fleuve Mireille en 1859 avait conquis les élites parisiennes. Mais avec un petit problème, c'est que c'est Mistral qui était célèbre, c'est son poème. Mais ce qui n'intéressait pas les cercles littéraires parisiens, c'était d'une part les autres poètes qui étaient autour de lui. C'était lui, on l'appelait le nouvel Homère, il était célébré partout, Lamartine le présentait dans les théâtres, etc. etc. C'était lui en tant que personne, le nouvel Homère ou le nouveau Virgile, c'est tout ce que vous voudrez. Et ensuite, la langue passait totalement au second point. Alors que la langue de Mistral, c'était le fondement même, sa phrase célèbre, qui est la langue telle la clau, c'est que la langue a la clé qui de nos chaînes nous délivre. Je vous le dis en français. Voilà. Et donc, on disait, oui, c'est très bien, mais on va le lire en traduction, et puis ce n'est pas une raison pour remettre à l'ordre du jour, on est toujours dans le cadre français, la langue qui est employée, etc. Un type d'enseignement, ça n'avait aucun sens pour les gens qui l'accueillaient. Par contre, ça avait du sens à l'extérieur, et en particulier chez les Catalans. Mistral, qui a été invité de nombreuses fois chez les Catalans de Barcelone, de Valence et d'ailleurs, était le modèle à partir duquel on pouvait bâtir une littérature rénovée, avec la même démarche, le renvoi à la lyrique du Moyen-Âge, etc., etc. Alors, on retrouve la langue, et un certain nombre de poètes sont apparus et qui ont repris d'une certaine manière le flambeau de Mistral, comme Victor Balaguer, Angel Guimerà, mais qui était un homme de théâtre, et surtout Jacint Verdaguer. Jacint Verdaguer, qui était un séminariste, puis un prêtre que tout le monde appelait Mossèn Cinto de manière populaire, c'est-à-dire l'abbé Cinto, si vous voulez, et qui, lui, en suivant les pas de Mistral, mais en s'en détachant, a écrit deux grands poèmes épiques, l'un étant l'Atlantide et le second Canigó, le premier célébrant l'épopée hispanique, si vous voulez, et le second célébrant la Catalogne, puisque c'est un poème autour du Canigou, de la montagne sacrée, entre guillemets, des Catalans. Donc ça veut dire quoi? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça veut dire que le catalan devenait ou redevenait une langue d'un haut niveau littéraire, parce que les élites dont je vous parlais, les élites économiques, les élites culturelles, pouvaient s'intéresser à l'identité, à la culture catalane, mais souvent ils le faisaient en espagnol.
Ils étaient passés, bon, puis d'abord c'était la langue officielle et publique, ils étaient passés à l'espagnol, y compris les fédéralistes au départ pour célébrer le républicanisme, le fédéralisme, etc. Ensuite ils sont passés au catalan, mais voilà, il y avait cette idée qu'il fallait retrouver une langue d'un haut niveau littéraire. Et souvent, dans la construction des nationalités, ou des nations d'ailleurs, dès le XVIIIe siècle, tout a commencé par des poètes et par des poèmes. Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais on pourrait prendre dans toute l'Europe des exemples où la politique est venue après, et l'économie après aussi. Mais le renouveau a commencé souvent par un renouveau littéraire. Alors, petit aparté, mais que j'aurais dû faire beaucoup plus tôt, là aussi, la littérature catalane existe depuis longtemps, et elle a eu son heure de gloire, on peut dire, dès le Moyen-Âge, bien sûr, avec celui, bien sûr, qui a donné son nom à l'institut qui nous soutient, Ramon Llull, qui est l'un des auteurs catalans les plus connus, 1232 et 1315, Ramon Llull qui était de Majorque. Là aussi, quand on dit catalan, c'est pas que le principal. Ramon Llull qui était de Majorque, qui était un philosophe, un théologien, un poète, etc. Son œuvre est immense, elle a été conservée, ce qui n'est pas le cas de tous les grands poètes, les grands littérateurs de cette époque. Et puis surtout, c'est une œuvre qui va se servir et s'imprégner de la diversité des langues. Il écrivait en latin, en arabe, en catalan. Et alors pourquoi en catalan? On pourrait dire pourquoi en latin et en arabe? En latin, parce que tous les savants de l'époque écrivaient en latin. En arabe, parce que les savants arabes et les grands théologiens arabes qui se trouvaient tout autour de la Méditerranée, étaient ceux-là même qu'il fallait convaincre en parlant de religion, pour les convertir au christianisme, ou tout de moins entretenir un dialogue avec eux. Parce que l'idée de Ramon Llull, c'était qu'effectivement, c'était pas l'égalité des religions, c'était le fait qu'il y ait une seule vraie religion, mais que les autres doivent y venir par la raison. Et donc, c'est la raison. Et dans tous les hommes, chez tous les hommes, il faut les convaincre par la raison. Pour les convaincre par la raison, il faut mettre en place, alors ça je m'y attendrai pas dessus, un système philosophique qui leur permet de penser ce qu'est la raison, la divinité, etc. Et surtout, il faut leur parler dans leur langue. Au lieu d'aller les massacrer, il faut leur parler dans leur langue, il faut dialoguer avec eux, etc. Alors ça, c'est pour l'arabe. Le latin, c'est pour le savant, et puis le catalan, c'est parce que, voilà, la langue du peuple, qui apparaissait de manière subreptice dans les textes officiels, mais il faut dire que jusque-là, toute écriture était en latin, le plus souvent. Et donc, qui apparaissait comme ça, on va rendre savante la langue du peuple, on va emprunter à la langue du peuple pour créer une langue savante. C'est pour ça que Ramon Llull, en dehors de son prestige de philosophe, etc., est si important. C'est le premier qui, d'une certaine manière, a standardisé la langue, ou lui a donné une unité. C'est-à-dire, toute langue orale existe sous forme de dialecte. On parle de manière différente, comme vous le savez, d'une région à l'autre. Pour qu'une langue puisse servir une culture, il faut qu'elle ait une certaine forme d'unité dans la manière de l'écrire, dans la syntaxe qu'on va utiliser, et puis dans le vocabulaire, etc. Et donc Ramon Llull a forgé tout ça. Il n'a pas forgé tout ça forcément à côté de son œuvre, mais dans son œuvre. Et quand on revient à l'œuvre, c'est la première tentative, et c'est la grande tentative réussie, d'unification du catalan qui devient une langue savante dans l'Europe de l'époque. Alors, on me demande quand est-ce que le catalan est apparu? Le catalan, il est apparu, bien sûr, quand le latin s'est délité et s'est transformé dans les langues dites latines ou romanes, mais il est difficile dans l'usage de savoir à quel moment précis c'est devenu du catalan ou de l'occitan, etc. Pourquoi? Parce qu'on n'a que des témoignages écrits, et les témoignages écrits sont en latin, bien sûr. Et donc, le travail que l'on peut faire, par contre, c'est en prenant tous ces textes en latin, essayer de trouver, de découvrir derrière le latin les mots de l'oral, c'est-à-dire les mots catalans, pareil pour l'occitan, que l'on voit apparaître et que l'on voit se transformer. C'est un travail d'ailleurs qu'a fait
un historien, parce qu'il s'appelle à Toulouse, Michel Zimmermann, qui a écrit une énorme thèse sur la lecture et l'écriture en Catalogne au IXe, au Xe siècle. Il a pris tous les textes latins que l'on connaît. Alors des textes, bien sûr, ce n'est pas des textes savants, puisque s'il avait pris des textes savants, ce serait le latin le plus corseté, etc. Il a pris les chartes, les contrats, etc., tous les textes de la petite administration, et il a essayé de retrouver ce qui apparaissait du catalan de l'époque dans ce latin-là. Et il a réussi, alors non pas à décrire la langue, mais à montrer où était son apparition, son évolution, etc., etc. Voilà. Donc la langue catalane, elle existe sans doute depuis le 7e, 8e siècle, sans qu'on n'en ait aucune trace. On en a des traces au 9e, 10e siècle. Et ensuite, avec Ramon Llull et d'autres, on va avoir non seulement une langue, mais une littérature. Je ne reviens pas sur Ramon Llull. Il y a aussi quelqu'un qui est très important dans cette littérature, c'est Joanot Martorell, qui a écrit un énorme roman de chevalerie, Tirant lo Blanc, et vous savez que Don Quichotte brûle tous les romans de chevalerie, parce que c'est voilà, sauf un seul, c'est Tirant lo Blanc, le roman de Joanot Martorell, qui est un texte extraordinaire que nos amis des éditions Anacarsis, dont nos amis des éditions Anacarsis ont publié la traduction intégrale. Il y avait une traduction du XVIIIe siècle qui existait chez Gallimard, et ils ont publié la traduction intégrale de alors je ne sais pas s'il faut dire roman, mais cet énorme texte qui est formidable. Vous y rentrez dedans, vous ne pouvez plus en sortir. C'est à la fois un roman de chevalerie, voilà, il y a du romantisme, de la poésie, des aventures extraordinaires. Voilà, c'est quelque chose d'absolument... Encore aujourd'hui, si vous voulez, on a plaisir à s'y plonger. Et les Catalans aussi devraient avoir... Ça, c'est ce que dit Calmeri, elle est souvent nous le dire de même, peut-être que les Catalans ne s'y plongent pas assez pour voir d'où vient leur langue et comment elle a été forgée. Alors, si Ramon Llull était majorquin, Joanot Martorell, lui, il était valencien. Tout ça pour vous dire que quand on parle de Catalogne, il ne s'agit pas culturellement uniquement du Principat, ce qu'est la Catalogne d'aujourd'hui, mais aussi des països catalans, comme on disait quand moi j'étais jeune et qu'on se battait pour, c'est-à-dire du pays valencien, des Baléares, etc. Et nombre d'écrivains qui comptent dans cette longue histoire de la littérature catalane sont originaires de ces régions-là. La troisième, je vais arrêter là, mais la troisième grande sur la littérature, la troisième grande œuvre littéraire à prendre en considération, ce sont ce qu'on appelle les grandes chroniques du XIIIe, XIVe siècle, en particulier 4 grandes chroniques écrites intégralement en catalan, la chronique de Jaume I, de Bernat Desclot, Ramon Muntaner, Pere el Ceremoniós. Vous avez Jaume I, on l'appelait... Alors, en français, Jacques le Conquérant. Jaume I, le Conquérant. Pourquoi? Parce que c'est lui qui c'est, on va dire, le premier grand roi catalano-aragonais qui a construit, alors si je dis un empire, bien sûr c'est polémique, mais qui a construit un ensemble catalan qui, avec à la fois son unité et sa diversité, et c'est lui qui a conquis les Baléares. Alors, qui était sous domination musulmane, comme le pays valencien aussi. Il a chassé les morts du pays valencien, comme on disait à l'époque. Voilà. Et la chronique, en fait, c'est ce qui est intéressant, c'est que des chroniques du Moyen-Âge, on en a des tonnes. Mais souvent, comme les romans de chevalerie, ce sont soit des chroniques qui portent sur un temps mythique ou un temps tellement antérieur, qu'on n'y reconnaît aucun fait contemporain de celui qui tient la chronique. Et là, c'était vraiment Jaume I, c'est la chronique de son règne, qui doit servir de modèle pour les hommes politiques de son temps, pour les rois de son temps, et qui raconte des faits réels, et qui raisonne et réfléchit sur des faits réels, et qui, en même temps, produit une chronique, un discours construit, qui est un véritable récit littéraire, et qui a marqué à la fois sur le plan stylistique et sur le plan linguistique la littérature catalane, et qui en même temps, du point de vue des historiens, est quelque chose de très important et de très précieux.
Et là aussi, très important, c'est une autre manière de standardiser la langue, c'est-à-dire dans ces chroniques, on emploie la langue, ce qu'on appelle la chancellerie, c'est-à-dire de ceux qui produisent les normes qui vont pouvoir encadrer le catalan, des textes juridiques, administratifs, etc. Vous voyez, depuis Ramon Llull jusque-là, on a vraiment la forge, je trouve pas le mot, la forge d'une langue de civilisation qui est très importante. Alors, on peut faire une remarque, c'est que je ne vous ai pas parlé des poètes. Il y a énormément de poètes lyriques pendant toute cette période du Moyen-Âge, un peu plus tard, en Catalogne. Mais déjà, comme au XIXe siècle, si vous voulez, le modèle, c'est les troubadours occitans. C'est-à-dire la langue qu'écrivent les poètes lyriques du XIIIe, XIVe siècle, XVe siècle, etc. Ce n'est pas le catalan tel qu'il commence à apparaître dans tous ces textes, c'est encore, en grande partie, la langue des troubadours et surtout les effets stylistiques, syntaxiques, etc. de la langue des troubadours. Et donc il y a, si vous voulez, des langues standardisées, parce que la langue des troubadours, c'est une langue standardisée aussi. Hein. Guillaume de Poitiers, je ne suis pas sûr que les gens autour de lui parlaient comme il écrivait dans ses poèmes. C'est une langue forgée à la cour, là aussi, les leis d'amour, c'est une grammaire de la langue occitane du Moyen-Âge, etc. Et donc, il y avait aussi cette lyrique, non pas empruntée, pour les thèmes empruntés au troubadour, et pour la langue aussi, emprunté au troubadour, et ça va durer très tard. Et le catalan, là, dans la lyrique, dans la poésie, va se détacher beaucoup plus tard de l'occitan. Il va s'en détacher par ses thématiques aussi. Et un poète important qui est Ausiàs March, qui était le beau-frère d'ailleurs de Joan de Martorell, je vous parle un peu de la famille, lui a été le premier à créer une œuvre originale qui produisait une poésie lyrique qui ne restait pas dans les cadres de la lyrique des troubadours et qui commence à dire « je » d'une autre manière, qui commence à dérouler autrement des écrits religieux, des écrits mystiques, des écrits amoureux, etc. etc. Bon, j'en reste là, mais c'est un nom important dans l'histoire ancienne. Bon, tout ça, je vous en reparle au moment où on retrouve ces textes-là, où on les magnifie parce qu'on est en train de reconstruire une littérature catalane. Et ce moment-là est appelé la Renaixença, la Renaissance. Hein, le terme, alors on a commencé par dire Renaixement, mais après on a adopté le terme de Renaixença pour parler de ce mouvement littéraire qui va se traduire par l'instauration des Jeux floraux en 1859, là aussi sur le modèle du Moyen-Âge, et comme on l'avait fait à Toulouse, comme on l'avait fait en Provence, etc., c'est-à-dire des concours poétiques qui vont permettre à tous les apprentis poètes et les poètes chevronnés, les écrivains chevronnés, de se présenter au public, d'être édités, de recevoir des prix, etc. Et c'est dans ce cadre-là que Jacint Verdaguer va commencer à connaître sa gloire et être connu à la fois dans l'ensemble de la Catalogne, dans l'ensemble de l'Espagne. Je signale qu'il sera récupéré par le franquisme à la fin de la guerre civile. Il y a une exposition à Barcelone actuellement au musée d'histoire qui montre très bien ça, hein, comment on supprime le catalan, on interdit le catalan et on fait un héros national espagnol du grand poète qui a relancé la littérature catalane. Je ne peux pas en parler là, mais c'est dommage parce que c'est très intéressant. Donc voilà, ça c'est le catalanisme littéraire. Alors c'est un catalanisme de poètes, de littérateurs, etc. C'est un catalanisme d'une élite cultivée, mais c'est aussi un catalanisme populaire. Et là, sont très importantes les associations. Par exemple, ça paraît rien, mais les associations de chant choral. On va mettre en musique tous ces poèmes de ces grands, en particulier ce Jacint Verdaguer, et dans les villages, les quartiers des villes, etc., on va créer des associations de chant choral qui vont magnifier la culture, la langue, etc. catalane, en se retrouvant pour chanter ces poésies patriotiques, entre guillemets. Et ensuite, il y a
tout un mouvement très important qui est celui de l'excursionnisme, c'est-à-dire on a un pays que l'on redécouvre, on a perdu nos libertés politiques, mais on a un pays que l'on redécouvre, il faut l'explorer, on ne le connaît pas. Et il y a Barcelone qui occupe une place énorme, etc. Mais la vraie langue, les vrais Catalans, ils sont dans la campagne, ils sont dans les montagnes, eux ils ne connaissent que le catalan, ils ont gardé, c'est à la fois une réalité et une utopie, ils ont gardé toutes les traditions, ils ont gardé toutes les légendes, etc. Et il y a un grand mouvement qui part des villes vers les campagnes, qui va être un mouvement de collectage, de revalorisation de toutes les traditions populaires, et c'est là qu'il y a eu lieu les premières grandes collectes de littérature orale, comme on dit aujourd'hui. Hein, on allait, par exemple, concrètement, c'est une sorte de scoutisme, si vous voulez, du week-end, où on partait à tel endroit dans la montagne, on allait visiter un village, on allait voir les anciennes ruines, on allait voir un pépé qui racontait des contes, on allait interroger sur des traditions. Il y a tout un maillage comme ça de folkloristes, pour certains, on va dire amateurs de village, mais pour certains beaucoup plus, avec une ambition plus importante, qui a démarré là et qui s'est répandu. Et ça, l'excursionnisme, c'est quelque chose d'extrêmement important et qui a été étudié pour la Catalogne. Ça a forgé un sentiment national catalan. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. On redécouvre ces traditions et on va le voir sur place, etc. Et puis, dernier point, il y a aussi les mouvements ouvriers qui ont commencé à s'intéresser, à s'intégrer au catalanisme. C'est l'époque où naissaient les cercles populaires d'alphabétisation, de lecture, etc. Et les athénéos catalans sont nés un peu partout, c'est-à-dire les quartiers ouvriers, etc. On crée... Athénéo, c'est un Athénée, donc, où l'on va se réunir pour parler de culture, de lecture, etc. Et le catalan va y tenir une place très importante. Et là aussi, on voit se forger un sentiment d'appartenance qui n'est plus seulement celui des élites, celui des savants, celui des militants politiques, s'il y en a, etc. C'est le catalanisme, à un certain moment, et pour longtemps, a infusé dans l'ensemble de la société. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'opposition. Par exemple, la bourgeoisie industrielle, elle suivait les poètes, elle suivait les écrivains, elle suivait les cercles, etc., jusqu'au moment où il s'agissait d'imposer, de demander l'enseignement du catalan, etc. Pendant très longtemps, c'est resté... je ne dirais pas tabou, mais c'est resté en dehors du programme, si vous voulez, de ce qui était en train de se coaliser. Mais ensuite, à la fin du 19e siècle, au début du 20e, c'est devenu un élément important. Il y a eu une adhésion interclassiste, on va dire, d'une certaine manière, et transversale, à ce catalanisme qui avait pris toute cette importance. Alors, catalanisme lié, bien sûr, j'ai parlé des deux présidents catalans de la Première République, au fédéralisme républicain, qui avait une grande importance en Catalogne, qui était développé sur le plan politique. Voilà, ce mouvement... Donc cet ensemble, ces réseaux, ce mouvement, ce sentiment national, etc., a abouti à la formation de groupes et de partis politiques. L'un, la Ligue régionaliste, il y avait une infinité de petits partis, mais la Ligue régionaliste a été un parti important, de droite, on va dire, conservateur. J'essaie d'aller vite parce qu'on arrive. Quand à la chute au départ d'Alphonse XIII, en 1931, et à la proclamation de la République, c'est un fait important qu'on rappelle toujours, le président de la Ligue régionaliste, qui était Francesc Macià, a devancé Madrid. Et un jour avant que la République soit déclarée, prononcée, instaurée à Madrid, il l'a instaurée à Barcelone. Évidemment, grand témoin à Madrid, on lui a demandé de rentrer dans les rangs, ce qu'il a fait, et comme vous le savez,
à partir de 1931, ont été restaurées sous la République les instances politiques et administratives de la Catalogne, avec la Generalitat de Catalunya, le Parlement, etc., etc. Deuxième coup, en 1934, pendant la révolte des Asturies, Lluís Companys, qui avait remplacé Macià, qui venait de mourir, à la tête de la Generalitat, président de la Generalitat de Catalogne, déclare l'État, alors je ne sais plus le terme, mais l'État fédéral catalan, la République déclare une République catalane indépendante. Et donc, ça va nous rappeler quelque chose. Immédiatement, il est arrêté par la guerre civile, il est emprisonné. Tous les ministres qu'il avait autour de lui sont emprisonnés aussi, parce que voilà, il était allé trop loin dans sa conception des institutions autonomes de la Catalogne. Bon. Là, je ne peux pas m'étendre, mais vous savez comment les choses se terminent en 1939, où le franquisme, les troupes franco vont rentrer dans Barcelone et ont conquis l'ensemble de l'Espagne. Alors je ne parle pas du temps de la République, parce que voilà, ce serait trop long, mais la question du catalanisme entre le mouvement ouvrier, les anarchistes, la Generalitat qui avait la responsabilité de gouverner la Catalogne. Vous connaissez les faits de 1937 avec les luttes internes entre anarchistes, communistes, Generalitat, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et qui va faire débat jusqu'à aujourd'hui, y compris en France chez les exilés, sur la position de chacun. Mais voilà, à la fin de... Voilà, deuxième suppression totale de l'autonomie de la Catalogne, c'est en 1939, où bien sûr, où là, il y a un vrai nationalisme qui se met en place, qui est le nationalisme, le national-catholicisme de Franco, et interdiction, bien sûr, de parler le catalan dans les actes publics, de l'enseigner, une seule langue pour l'ensemble du pays, et bien sûr, aucun type de régionalisation, même minime. Voilà, c'est l'État totalitaire, on va dire, dans toute sa splendeur. Ce qui n'a pas empêché la création de mouvements locaux, alors sous l'égide du franquisme, mais qui quelquefois se sont intéressés aux traditions populaires, etc. Mais il n'était pas question d'utilisation de la langue. Et la période la plus noire, ça a été jusque dans les années 60, et là je vais aller très vite pour terminer, où là, par contre, la résistance intérieure va s'organiser au franquisme. Alors vous savez qu'il y avait eu la résistance extérieure avec les maquis, les entrées en Espagne, etc., etc. Mais la résistance intérieure va s'organiser. Le mouvement ouvrier et les étudiants, en particulier à Barcelone et en Catalogne, vont y prendre une place très importante. Et là, dans les années 60-70, du début 60 jusqu'à la mort de Franco, malheureusement il n'y a pas eu de chute, il est mort tout seul, à la mort de Franco, voilà, les grèves ouvrières et les manifestations étudiantes vont jouer un grand rôle. Pourquoi je souligne ça? Parce que ça va aller avec l'émergence d'une littérature d'écrivains qui vont se retrouver, se réunir pour appuyer ces révoltes, pour y participer, et surtout pour recréer, enfin, continuer une littérature catalane qui était à la fois une littérature de combat et aussi des romanciers, etc. Une renaissance de la littérature catalane. L'Òmnium Català, l'organisme culturel, est né en 1961. Hein, il rassemble beaucoup d'acteurs culturels. Une assemblée de Catalogne se met en place aussi, clandestine bien sûr. Hein. Et puis, le catholicisme social va jouer un grand rôle aussi. L'abbaye de Montserrat, qui va servir d'abri pour beaucoup d'écrivains et beaucoup de militants, la revue Serrador, etc. Et puis, autre élément que nous connaissons tous, la Nova Cançó, qui va naître à la fin des années 50, c'est-à-dire tous ces mouvements de chansons protestataires qui va ensuite se développer avec les grandes figures comme Raimon, Lluís Llach, etc., etc. Donc, et c'est à partir de là
que va renaître dès le franquisme, en 1962, c'est pour ça que les éditions vont s'appeler 1962, les éditions 62. Mais ça, on en parlera demain, je vais terminer là-dessus, parce que je vais laisser la suite. Des éditions renaissent, on a la possibilité, bien sûr en se soumettant à la censure, hein. Tous les romans qu'on va lire seront coupés au ciseau, mais quand même, on a la possibilité de publier en catalan, d'écrire en catalan, de faire alors des émissions de radio en catalan, mais là il y a une astuce, c'est qu'on parle en castillan et quand on lit les textes, on les lit en catalan, comme ça on fait passer du catalan sur les ondes. Mais voilà, dans les années 60, et c'est aussi là, une sorte de libération économique, d'intégration à l'Europe de deux manières, hein, en envoyant des ouvriers, des femmes comme femmes de ménage dans l'Europe et en accueillant sur toute la côte catalane du tourisme, qui va devenir un tourisme de masse par la suite. Donc voilà, ça c'est une littérature, mais ça on en parlera demain, qui va être liée à cette résistance intérieure. Et puis à la mort de Franco, et je vais terminer par là, à la mort de Franco, c'est là que la Catalogne va accéder, que le statut d'autonomie va être donné aux régions d'Espagne et que la Catalogne va accéder à son autonomie. Alors cette autonomie, c'est ce qu'on appelle un fédéralisme asymétrique. Hein, et c'est en rapport avec tout ce que j'ai dit avant. Pourquoi? Ce n'est pas vraiment un fédéralisme, parce que ce ne sont pas des États qui se fédèrent pour créer un même pays, mais c'est quand même une forme de fédération. Dissymétrique pourquoi? Parce qu'il va tenir compte de l'existence d'entités culturelles, historiques et linguistiques. C'est le grand fait qui fait comprendre pourquoi la Catalogne tient cette place, hein, comme le Pays Basque, comme la Galice. C'est-à-dire, à la fin du XIXe siècle, on a divisé l'Espagne en départements, comme en France. Hein. On appelle provincias, mais ce n'est pas des provinces au sens français, c'est les départements. Donc, voilà, un marquetage de départements. Et ces départements ne tiennent pas compte, bien sûr, des régions historiques. Mais là, ce qui se passe en 1978, c'est qu'on accorde l'autonomie aux régions, mais selon deux modalités. Pour l'ensemble des départements, il aurait demandé de se réunir pour créer des régions de type français, je dirais, hein, avec des raisons administratives, etc., qui ne s'appuie pas sur une langue, une histoire, etc. C'est la décision de contribuer ensemble à la création alors qu'ils peuvent en partie recouper d'anciennes régions, mais qui ne sont pas appuyés là-dessus. Et par contre, il y a trois entités, j'y reviens, qui sont la Galice, le Pays Basque et la Catalogne, qui d'office sont des régions où existent des nationalités avec une langue, avec une culture et avec un passé historique. Donc ce sont des autonomies que l'on dit historiques qui ont le droit de recouvrer leur personnalité et de recouvrer leurs institutions. Alors c'est pas tombé comme ça, hein, c'est aussi toutes les négociations qu'il y a eu au moment de la transition. Et à l'idée, on garde le roi qui a été nommé par Franco, mais on fait une monarchie constitutionnelle de type européen civilisé, je dirais. Deuxième idée, on intègre tous les partis politiques, y compris le Parti communiste. Et troisième idée, on ne va pas affronter des révoltes des populations des régions dites périphériques qui ne sont pas si périphériques que ça. On négocie avec les politiques catalans dès avant la Constitution pour se mettre d'accord sur ce type de fonctionnement. C'est-à-dire, il y a l'asymétrie entre ces trois grandes régions et puis les autres. Et donc pour la Catalogne, ça veut dire récupérer la langue, récupérer la culture, mettre en place un enseignement en catalan en Catalogne, obtenir une police autonomique, une administration autonomique, etc., etc. Les deux seules choses qui ne sont pas accordées à la Catalogne, c'est l'autonomie fiscale,
ce qui va poser des problèmes jusqu'à aujourd'hui, et c'est la pleine maîtrise de l'appareil judiciaire. C'est-à-dire il y a une justice régionale, mais qui est totalement soumise à la justice de l'État et aux instances supérieures, contrairement à l'Allemagne, pour certains, aux instances supérieures de la justice espagnole. Et donc voilà, langue propre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la langue de la Catalogne, c'est le catalan et c'est l'espagnol. L'espagnol est la langue de l'ensemble de l'État, le castillan, pardon, mais nous on dit espagnol. Le castillan est la langue de tout l'État, et dans chacune des régions autonomes historiques, la langue de la région est aussi la langue officielle. C'est-à-dire il y a double officialité, mais cette double officialité ne concerne que la Catalogne pour le catalan. Pour l'enseignement, alors là, ça va être un long parcours, mais pour le dire en 2 mots, parce que là aussi, il y a plein de polémiques là-dessus, l'idée, c'est que on va mettre en place un enseignement du catalan. Alors au départ, on introduit, parce que rendez-vous compte, il y a des dizaines d'années qu'on n'apprend pas à écrire en catalan, il y a des dizaines d'années que dans la vie publique, on doit ne pas parler catalan, mais parler espagnol. Donc, y compris les écrivains, Marcelo Doureda, j'ai vu une interview, on lui demandait quelle est la première chose que vous avez faite quand vous avez voulu apprendre, là vous avez voulu, j'ai mangé le morceau, vous avez voulu écrire en catalan, ben la première chose, j'ai appris à écrire en catalan. Parce que j'ai dû voilà, apprendre vraiment, m'approprier cette langue comme langue littéraire, etc., forger mes propres outils. Donc voilà. Et donc l'enseignement est du domaine de l'autonomie. Ça commence par l'introduction du catalan. Et puis, alors je vais aller vite, ce qui fait polémique de manière artificielle aujourd'hui, c'est que à partir de la fin du XXe siècle, dans les années 1990, 98, etc., on a introduit ce qu'on appelle l'immersion linguistique. Alors, le modèle de l'immersion linguistique, c'est le modèle du Québec. Au Québec, le français perdant tous les jours du poids et de la place, pour que le français soit maintenu, il a été institué dans les écoles du Québec, à partir de l'école maternelle jusqu'à la fin de la scolarité secondaire, que tout l'enseignement de toutes les matières était en français. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on n'apprend pas l'anglais, au contraire, mais on apprend la langue et la littérature anglaise, on a des matières enfin, mais le français, dans l'école primaire par exemple, le français est la seule langue d'enseignement. C'est ce modèle qui a été repris pour la Catalogne quand on s'est aperçu que le catalan était en train de perdre du poids dans l'usage et que l'idée qu'il y ait du bilinguisme de toute façon a été établie parce que tout le monde va parler les 2 langues et là il est nécessaire, et encore aujourd'hui et pour longtemps, que tout élève qui est rentré dans une école catalane en sorte bilingue, mais il n'est pas nécessaire qu'il ait eu à égalité dès le début le catalan et le castillan, parce que pour que le catalan se maintienne, il faut bien commencer par apprendre le catalan, puis introduire, alors il y en a qui parlent déjà le castillan bien sûr, mais le castillan va s'introduire et quand on sort de l'enseignement secondaire, on est parfaitement bilingue. Ce qui est le cas aujourd'hui. Bien sûr, on nous sort des cas, bien sûr, et c'est dans la polémique, mais on pourra en parler demain matin, ça, si vous voulez, parce que ça serait trop long. Mais on sort quelques cas où c'est problématique, et je suis sûr qu'il y a des choses qui se passent très mal, mais l'enseignement, l'immersion linguistique n'impose pas une langue par rapport à l'autre. Elle fait rentrer par une langue dans l'enseignement et elle fait sortir des élèves bilingues. C'est pas la même chose tout à fait à l'université. On a le choix de la langue pour l'enseignement, mais en réalité, 80% des enseignements de l'université sont en catalan quand même. Alors le reste, c'est en castillan et en anglais aussi, puisqu'il y a autre. Voilà. J'ai été trop long, peut-être qu'il faut que... Voilà. Non. Alors je ne vais pas... Alors, en 2 mots, et puis comme la question de culture...
comme la question de la culture et la politique, on va en discuter à la tribune de demain matin, hein. En 2 mots, que peut-on dire des gouvernements successifs et du point où on en est arrivé aujourd'hui? Les gouvernements successifs, c'est le premier gouvernement qui a duré plus de 20 ans, hein, 23 ou 25 ans, je ne sais plus, c'est un gouvernement nationaliste catalan. Nationaliste catalan, ça veut dire catalaniste, qui s'appuie sur la langue, la culture, etc. L'idée qu'il y a une entité catalane qui est une nation, mais c'est un nationalisme de centre droit ou gauche, comme vous voudrez, et qui n'envisage pas l'indépendance à cette époque-là, hein, de 1980 à 2003, hein, qui n'envisage pas l'indépendance comme une solution et qui veut s'occuper surtout de réinjecter du catalan et du catalanisme dans la société catalane, on pourrait dire ça. Et c'est le gouvernement de Jordi Pujol, hein, l'ancien banquier, résistant, emprisonné, etc., qui donc est une figure importante. Et c'est cette bourgeoisie de centre-droit ou de centre-gauche, comme vous voudrez, mais c'est... Comment? De centre-droit, d'accord. Cette bourgeoisie de centre-droit qui va diriger, j'essaie d'être gentil, qui va diriger la Catalogne. Alors, si vous voulez, les choses se passent de cette manière-là. C'est tous ces pouvoirs qu'a acquis la Generalitat et qu'a acquis la Catalogne vont rentrer en discussion avec le gouvernement central. Et quand le gouvernement central a des problèmes, hein, pour constituer ces majorités, il va avoir besoin de force d'appoint. Surtout qu'au Parlement, la proportion entre les régions n'est pas une proportion arithmétique, hein, pour la représentation. Et donc ça veut dire que les députés basques, les députés galiciens, surtout basques, et les députés catalans ont une énorme importance quand il manque 3 voix pour constituer un gouvernement. Et ça, Jordi Pujol, pardon. Et les Basques vont savoir l'utiliser à merveille, c'est-à-dire ils vont utiliser, ça on peut le dire sans être trop polémique, c'est bien connu, ils vont utiliser cette position pour obtenir de nouveaux droits en échange de l'appui à tel ou tel gouvernement. Alors je vous ai dit centre-droit, ça n'a jamais gêné d'appuyer un gouvernement de droite puis d'appuyer un gouvernement de gauche. Zapatero s'est appuyé sur le gouvernement catalan, comme avant lui, des présidents de droite, Aznar, etc., s'étaient appuyés sur des gouvernements catalans. Alors là, bon, ça crée un problème, un malaise politique à l'intérieur du monde politique, du personnel politique catalan, si vous voulez, entre les partis, etc. Mais ça a l'énorme avantage de faire avancer cette autonomie réelle de la Catalogne. On n'est jamais embêté pour les histoires de langue, d'enseignement, etc., jusqu'à aujourd'hui. Enfin, bien sûr, il y a eu des polémiques. Au moment où on a fait l'immersion linguistique, il y a eu des polémiques, mais il n'y a jamais eu de révolte, il n'y a jamais eu... Voilà, c'est resté dans le... donc, et après, le problème, c'est qu'après ces 23 ans de règne du centre-droit, de ce nationalisme modéré qui utilise la mention d'un sécessionnisme possible uniquement comme un moyen de pression, il va y avoir un changement, c'est-à-dire qu'en 2003, ce centre-droit va avoir la majorité en voix, mais pas assez pour gouverner. On se retrouve déjà dans le même problème. Et donc, il va laisser la place à ce qu'on appelait le tripartite, c'est-à-dire pour la première fois 3 partis de gauche qui vont s'unir pour gouverner la Catalogne. C'est le Parti socialiste de Catalogne, qui au départ n'était qu'une succursale du PSOE, mais qui était très importante et qui avait beaucoup de votes, l'Esquerra Republicana de Catalunya, c'est-à-dire la gauche républicaine, qui elle a toujours été indépendantiste, mais qui dans les faits a toujours été jusque-là modérée, c'est-à-dire ne réclamant pas d'emblée l'indépendance avant de rentrer dans un gouvernement. Et puis, ce qui reste, et là j'en ai pas assez parlé, de l'ancien Parti communiste catalan, c'est-à-dire Initiativa per Catalunya, parce que le Parti communiste, j'ai oublié de dire, le PSUC, le Parti communiste catalan, c'était très important des années 60 jusqu'aux années 90. Ensuite, il s'est complètement effondré, mais c'était lui qui, d'une part, a fait pénétrer un catalanisme offensif et social dans le milieu ouvrier,
et qui d'autre part a joué un rôle fondamental pour, dans le mouvement politique, la résistance, etc., etc. Pour des raisons diverses, comme d'autres partis communistes, il s'est totalement effondré dans les partis 90, et donc dans les années 90, il est devenu juste un petit parti d'appoint, dont un tripartite qui va durer 3 ans, de 2003 à 2006. Le président est Pasqual Maragall, un socialiste donc. Alors là aussi, vous voyez, aujourd'hui, le Parti socialiste catalan est anti-indépendantiste. Là, il n'était pas indépendantiste, mais il n'hésitait pas à s'allier avec l'Esquerra républicaine au nom de la gauche, si vous voulez. Et donc, ça ne posait pas de problème. Les problèmes se posaient à partir de 2006, à partir du deuxième tripartite. Pourquoi? Même chose, la droite va presque avoir la majorité, mais pas assez pour gouverner, et donc c'est la gauche qui a un autre tripartite qui va reprendre le pouvoir, qui va gouverner. Et par contre, il y a un événement nouveau dans l'ensemble de l'Espagne. Donc ça c'est en 2010, hein, c'est que Zapatero, qui a fait campagne pour devenir chef du gouvernement, a promis aux Catalans de leur donner un statut d'autonomie renforcé. Et il se trouve qu'il est élu, et il se trouve qu'il va devoir tenir ses promesses. Je ne mets pas de polémique là-dedans, mais voilà, il va devoir tenir ses promesses. Et donc on demande au Parlement catalan, enfin les partis catalans au Parlement vont forger un nouveau statut qu'ils vont proposer au gouvernement de Zapatero et au Parlement espagnol. Et c'est ce fameux... non, attendez, je me perds là. C'est en 2006 qu'on va forger ce nouveau statut. Il va être voté à la fois par le Parlement de Catalogne, par le Parlement espagnol. Un référendum en Catalogne va lui donner une très large majorité, et donc il est adopté. Et ce statut revient sur l'idée de nation. La Catalogne est une nation. Sur l'idée, ça c'est sur le plan symbolique, mais c'est très important, la langue catalane est la langue officielle de la Catalogne, et pas simplement la langue propre, etc. C'est la première langue de Catalogne. Et troisièmement, un aspect fiscal et l'ouverture pour un aspect du renforcement du pouvoir judiciaire. Et ce qui va se passer, c'est que le lendemain où ce statut a été adopté, la droite, la vraie droite, si vous voulez, pas le centre droit de Rajoy, va immédiatement bombarder ce statut de recours auprès de quelque chose qui est très important en Espagne, qui est le Conseil constitutionnel, qui ne s'appelle pas comme ça, qui est le tribunal constitutionnel, qui est une instance totalement indépendante de la justice ordinaire. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, totalement indépendante? Il n'y a rien au-dessus de lui. Il n'y a pas de recours, on ne peut pas faire appel, il décide ce qui est conforme aux lois et à la Constitution. Et donc, ce statut va être... Le tribunal constitutionnel va mettre 3 ans à prendre position, mais finalement, il va invalider 14 articles et il va vider de sa substance, d'une certaine manière, ce qui était l'avancée de ce statut qui n'était pas du tout indépendantiste, mais qui était renforcé, qui donnait une place plus importante aux institutions catalanes. Et à partir de là, les choses vont bouger. Là, je vais m'arrêter quand même, je vais pas prendre les choses par le menu, mais d'abord, immense manifestation en 2010, où participe aussi le Parti socialiste catalan, etc. C'est tous les gens qui avaient eu espoir que ce statut soit mis vraiment en place, sont déçus et descendent dans la rue. Et puis ensuite, ça va être les grandes manifestations. À partir de 2012, alors en 2010, c'était pour que le statut soit conservé, et à partir de 2012, ça devient pour l'indépendance de la Catalogne. Le raisonnement étant, puisqu'on n'arrive à rien en essayant de pacter avec l'État espagnol, ben on va partir de notre côté et créer une association de citoyens qui est l'Assemblée nationale de Catalogne, l'ANC, qui va jouer un rôle très important dans ces manifestations et dans une forme de négociation et de pression sur les partis politiques, pas toujours très chaud. Et on va voir ce centre droit qui était nationaliste, culturel, on va dire, mais pas indépendantiste, appuyer l'idée d'un procès
d'un processus, pardon, d'un processus de marche vers l'indépendance. Et ça, à partir de là, on est dans la phase actuelle où d'un côté, on est dans le processus de marche vers l'indépendance, et d'un autre côté, la réponse, c'est une réponse judiciaire. Alors je dis pas qu'il faut être pour ou contre l'indépendance, mais on peut constater que la réponse est une réponse judiciaire, et ça c'est un peu le défaut du tribunal constitutionnel, si vous voulez, c'est qu'il est le dernier recours. À partir du moment où vous employez le terme indépendance, etc., vous êtes sûr que ce que vous faites va à l'encontre de la Constitution, puisque la Constitution ne prévoit que des autonomies. Et donc c'est ce que vous voyez, toutes les lois qui avaient été votées, certaines lois qui avaient été votées par l'ancien gouvernement de la Catalogne sont retoquées. Tout mouvement que peut faire un politique catalan qui ressemble de près ou de loin à un mouvement vers l'indépendance devient sédition, rébellion. Alors c'est pas que sur le personnel politique, c'est aussi les gens, ils bloquent une autoroute, immédiatement, ça part au tribunal constitutionnel, alors que ça devrait passer devant un tribunal ordinaire. Vous voyez, ça. Donc on est dans cette phase-là, et puis les membres du gouvernement qui sont emprisonnés, d'autres qui sont partis, s'exiler ailleurs, etc. Donc voilà, je ne parle pas de la proclamation ou non de l'indépendance, je ne parle pas de la phase qui va se jouer cette semaine, on en parlera demain matin, parce que ça suffit. Mais vous voyez, il y a un moment, alors, il y a un historien, Stéphane Michonneau, qui a toujours dit, en fait, la force de la Catalogne, c'est qu'elle annonce qu'elle va se séparer, qu'elle ne le fait jamais. Et donc, elle acquiert de plus en plus de pouvoir. Et lui, son idée, c'était qu'elle ne le ferait jamais. Et là, il a écrit un article il n'y a pas très longtemps. Il dit maintenant, je ne suis plus si sûr, parce que quelque chose s'est cassé. Cette négociation, ces pressions réciproques entre la Catalogne et l'État espagnol, le système a été cassé, et maintenant, chacun est sur ses positions. Et donc je t'envoie en prison, et moi, je vais faire une stratégie pour te contourner. Alors le problème, c'est que d'un côté, il y a le fétichisme de la Constitution, comme dit Michonneau, parce qu'il faut changer, ça ne fait pas pour accorder l'indépendance, mais ce qu'il faut changer, c'est cette Constitution qui empêche aujourd'hui d'aller plus loin, qui n'oblige pas les gens à se mettre autour d'une table et à penser autrement leurs relations. Hein. Ça, c'est le problème. Et la gauche était pour ça. Hein. Mais les positions s'étant radicalisées, le Parti socialiste espagnol et le Parti socialiste catalan sont passés du côté des espagnolistes, comme on dit, des constitutionnalistes avec Ciudadanos et le Parti populaire. Et donc, ils ont beau dire on va réformer la Constitution, politiquement aujourd'hui, ça n'est pas possible, puisque les positions... Et du côté des indépendantistes, le problème, c'est trouver une stratégie. On le voit tous les jours. D'abord, il y a ceux qui veulent, quoi qu'il arrive, je ne vais pas parler des référendums et tout ça, mais quoi qu'il arrive, répondre à la volonté du peuple d'avoir l'indépendance et donc d'affronter l'État, même pacifiquement, et ceux qui disent non, la première chose très importante, c'est récupérer l'institution de la Generalitat, c'est ce qui va se faire là, dans les 15 jours. Hein. C'est-à-dire, sinon on perd tout. C'est-à-dire, là, on a perdu le pouvoir parce que l'article 155 a permis au gouvernement espagnol à prendre directement les rênes de la Catalogne. Mais si on ne récupère pas assez vite nos institutions, même si on revient à l'autonomie, c'est pas... Voilà, on revient à l'autonomie, mais on va au moins gérer l'autonomie. Et on est dans cette phase-là, et c'est pour ça qu'il y a cette exacerbation, cette tension, parce que c'est crucial, effectivement. Je vous remercie.